Je quitte donc la province de Saravan, où après avoir fait quelques missions, je m'étais installé, enfin, j'ai résidé. Et avec cette idée d'essayer d'aller travailler dans la province plus au sud, à Sekong, et notamment d'essayer d'aller dans les villages Katu, comme on me le conseillait. Donc il faut que je monte un nouveau projet, que je trouve de nouveaux partenariats, ce qui n'était pas facile quand même à l'époque. Et entre Saravan et Sekong, je m'installe finalement à Vientiane, je remonte dans la capitale. Et ce qui a l'intérêt pour moi d'abord de faire connaître mes travaux, mes recherches auprès d'un certain nombre de gens et d'organisations, notamment auprès des gens de l'UNESCO. Et le responsable en fait local de l'UNESCO me propose au bout d'un certain temps d'être consultant pour certains de leurs programmes, notamment des programmes d'éducation non formelle pour les minorités ethniques. Voilà. Et donc ça me donne un nouveau statut. Alors je suis toujours chercheur à l'Alstom, mais c'est un moyen pour moi de pouvoir retourner sur les terrains. Par ailleurs, à cette époque, je vais aussi assez régulièrement à Hong Kong. J'ai mon épouse et j'ai une fille qui est à ce moment-là en bas âge et qui vivent là-bas. Donc j'y vais régulièrement. Et puis je suis rattaché comme Research Fellow à l'université de Hong Kong, où là je fais connaître ma recherche, je donne quelques séminaires et surtout je fais la rencontre de Grant Evans, qui va être le directeur du département de sociologie de l'université et qui va devenir un très grand ami. Et Grant Evans, en fait, est le seul qui a réussi à faire du terrain au Laos dans les années 80, parce que lui aussi était militant contre la guerre du Vietnam, avait visité le Laos il y a assez longtemps, avait connu certains fonctionnaires laotiens qui avaient apprécié son discours, et lui a pu ensuite travailler au Laos. Et il a notamment travaillé dans des villages laotiens sur la réforme agraire, sur la formation un peu de kolkhozes à Lao, etc., dont il a montré l'échec d'ailleurs. Donc lui, au départ, est considéré un peu comme un ennemi du régime et finalement va être de plus en plus critique vis-à-vis comme qui aime bien châtie bien, et donc il sera vraiment un critique même assez féroce du régime, tout en conservant donc beaucoup d'amitié sur place, et donc il va pouvoir faire du terrain. Et je dirais que c'est le seul avant moi quasiment qui a pu faire du terrain dans des villages au Laos. Et donc on se lie d'amitié et on commence vraiment à collaborer beaucoup ensemble. Je fais aussi je rentre un peu en France, je fais des séjours notamment à Aix-en-Provence, aux archives coloniales, aux ANOM, aux archives d'outre-mer, et pour essayer de trouver documentation, des informations sur les régions dans lesquelles je travaille, donc Saravan et Sekong. Alors il y a assez peu de documents finalement, mais je retrouve quand même pas mal
de dépêches, d'échanges, d'analyses d'administrateurs sur cette région, qui est considérée comme une région dangereuse, région où il y a eu des rébellions, une rébellion très célèbre sur le plateau des Bolovènes dans le sud du pays. Et la région de la Haute-Sécongue, justement, celle où je travaille, est considérée comme une espèce de forteresse régionale, anticoloniale, où des sauvages résistent. Hein. Donc il y a des campagnes de répression qui sont organisées dans cette région, mais finalement, campagne finalement assez peu d'effet, donc à nouveau rébellion, et finalement je découvre que jusqu'aux années 40, c'est considéré comme une sorte de carré blanc sur la carte coloniale. Et les administrateurs, un jour disent voilà, on a envoyé une colonne, etc., les régions pacifiées. 6 mois ou 1 an après, ils disent non, pas du tout, toute la région est en ébullition, les Taoïs, les Catou particulièrement sont en train de résister, font des guet-apens, etc. Et donc la région échappe largement au contrôle colonial. Et à partir des années 40, en fait, la région devient une base Viet Minh. Hein, et toutes les minorités de cette petite région, en fait, ensuite, vont se battre aux côtés du Viet Minh, puis aux côtés du Viet Cong, contre les Français et contre les Américains. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ces archives coloniales, c'est que je vois que les Catou, effectivement, dont on m'a parlé, tiennent une place tout à fait spéciale. Donc, les autres minorités sont toujours considérées un peu non seulement archaïques, mais dégénérées, surtout si elles sont en contact des Vietnamiens ou des Laotiens. Et les Catou sont considérés, au contraire, comme les plus authentiques, ceux qui ont le mieux su conserver leurs traditions, etc. Les plus authentiques, mais, disent les dépêches aussi, mais les plus redoutables. Et en fait, les Catou vont devenir un peu célèbres à cause d'un gros article, qui est un petit livre, en fait, écrit par un administrateur colonial, qui en fait est officier de la garde indigène, et qui part chez les Catou justement pour une de ces opérations de répression et pour monter une sorte de camp militaire français dans leur territoire, au plus près de leur territoire. Et il va publier donc une sorte de gros recueil qui s'appelle Les Chasseurs de sang, où donc à la fois il magnifie l'authenticité de cette culture Catou, qui a su garder donc une certaine primitivité qui n'a pas été donc qui n'a pas été altérée par les civilisations laotiennes ou vietnamiennes, mais qui les présente aussi comme chasseurs de têtes. Et donc les Catou, dans l'imaginaire colonial, à partir de cette publication, deviennent un peu équivalent des Dayaks ou des Wa ou des Nagas, donc les coupeurs de tête un peu de l'Indochine française. Donc l'Indochine française a enfin aussi ses coupeurs de tête. Et il y a toute une série après d'écrits sur les Catou, de gens qui prétendent être passés en marge des villages Catou et avoir aperçu des rituels terrifiants, etc. Il y a toute une littérature missionnaire, justement, en disant les Catou, pris par le démon, les derniers qui restent à christianiser. Donc il y a vraiment toute une mythologie qui se forme autour des Catou, autour du nom Catou, et qui d'ailleurs est utilisée également durant la guerre. C'est-à-dire que les aviateurs américains disent surtout ne pas tomber aux mains des Catou. Les Viet Cong disent attention à leurs hommes si jamais vous allez chez les Catou. Non. Voilà, donc c'est intéressant. Enfin, je tombe sur toute
tous ses écrits coloniaux dans les archives d'Aix. Et en France aussi, donc je reçois un soutien fort de Condominas, qui me dit d'ailleurs qu'il avait lui-même souhaité pouvoir aller travailler un jour chez les Catou. Mais aussi de quelqu'un comme André-Georges Audricourt, donc qui est linguiste, voilà, mais qui connaît bien la région et qui est très intéressé par mes premières enquêtes. Et aussi, je rencontre des gens qui, avant 1975, donc avant la prise de pouvoir par le Pathet Lao, par les communistes au Laos, ont travaillé dans le pays, notamment un anthropologue, Richard Potier, et un géographe, Christian Taillard. Donc j'étais parti un peu, j'avais fait un peu cavalier seul pour mener mes premières enquêtes, et là je suis repris, je découvre un petit peu tout ce milieu. Mais le plus intéressant quand même, c'est le travail que je fais dans les archives et qui me permet, je dirais, de conduire toute une recherche en anthropologie historique sur la région, auxquelles je peux raccrocher finalement mes enquêtes, les enquêtes que je mène sur place. Donc, au Laos, je me suis lié avec l'UNESCO et je peux finalement mettre en place donc un projet sur Sékong, avec la caution de l'UNESCO et avec soutien logistique amical d'une autre ONG médicale française qui est implantée à Sékong depuis 2 ans, qui est Action contre la faim. Alors Sékong est la province la plus récemment créée au Laos. Elle a été créée en 1983. Et elle a été créée, disent certains, pour remercier les minorités austro-asiatiques de s'être battues du bon côté, d'une certaine façon. Et donc c'est une province où il y a finalement très très peu de Laotiens, de Lao, et essentiellement donc des minorités austro-asiatiques, donc des Taliens, des Nkriens, des Alak et des Kantous. Voilà, et qui occupe la province. Et le gouverneur lui-même est issu par sa mère d'une de ces minorités et très intéressé par le fait qu'on aille travailler dans la montagne, parmi ces villages, et va me protéger. Autant à Saraban, si j'étais sous la surveillance du gouverneur et des gens qui travaillaient autour de lui, autant là, au contraire, le gouverneur va me laisser un peu carte blanche et il me donne des ordres de mission qui sont rédigés. Achan Ip, c'est-à-dire Yves, définira lui-même sa mission. Et finalement, on va devenir quasiment amis avec ce gouverneur. D'ailleurs, je vais le faire inviter en France, il va venir dans ma famille, etc. Donc, il y a une relation une ambiance complètement différente de celle que j'ai connue à Saraban. Et là, je ne suis plus seulement expert en santé, je suis Siao San Son Pao, c'est-à-dire spécialiste, expert en minorité ethnique, en gros. Voilà. Et on me laisse faire un peu ce que je veux. Notamment, on me laisse faire des séjours assez longs, et même de plus en plus longs dans les villages. Donc je vais résider régulièrement, je vais faire des missions, donc je suis installé à Salavran et je viens en longue mission à Sékong, donc je vais résider dans des villages au bord de la rivière Sékong qui traverse la province, donc chez des populations qu'on appelle les Alak, les Nkrians, et puis finalement je vais aller dans des villages Katou, je vais découvrir les villages Katou où je vais rester de plus en plus longtemps, jusqu'à pouvoir rester durant 8 mois en continu dans un village. Donc un village qui est à plus de 5 jours de marche du bourg qui sert de capitale provinciale.
et où je vais rester sans entrer durant 8 mois, alors bon, sachant que j'étais vraiment coupé. Enfin, il n'y a aucune radio, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait absolument rien. Voilà, et donc une expérience quand même assez unique, je veux dire. Donc c'est une sorte d'ethnographie un peu à l'ancienne. Donc après avoir fait je dirais beaucoup dans le multisitué, tout à coup j'étais, voilà, je résidais dans un village. Alors, là aussi, ce que je découvre, enfin, ça confirme ce que j'avais vu à Saravane, c'est-à-dire une sorte, je dirais, d'idéologie commune, d'idéologie circulaire commune. Sauf que là, elle est quasiment actualisée. Les villages sont des villages en cercle quasiment parfait, avec une maison commune au centre, ce sont des très belles maisons. Il y a tout un tas de maisons sculptées, notamment les maisons communes, mais aussi les tombes, les cercueils. Il y a tout un art Catou, donc, que le Pichon, dans son ouvrage d'ailleurs sur les chasseurs de sang, avait aussi photographié. Donc je revois tout ça. Des villages qui ressemblent tout à fait aux quelques photos donc, qui avaient été prises à l'époque coloniale de certains de ces villages. Et comme dit Lévi-Strauss, enfin, il y a une illusion de l'archaïque, parce que en fait, tous ces villages sont de construction assez récente. C'est-à-dire que là aussi, toutes ces populations ont été déplacées durant la guerre, ont dû fuir dans la forêt. Ensuite, après la guerre, n'ont pas pu se réinstaller parce que rivière empoisonnée par les défoliants, végétation, culture qui ne donnait rien. Donc, en fait, c'est seulement après la création de cette nouvelle province, de Sékong, qu'on les a laissés retourner de plus en plus sur leur territoire ancestraux, entre guillemets, et où ils ont reconstruit donc, une sorte de civilisation Catou, avec toute la région, avec ces villages circulaires absolument superbes, des très belles maisons. Voilà, et surtout, je dirais, une sorte de raffinement quasiment structuraliste dans la conception des cercles, dans la mise en valeur justement de toutes ces circularités. Et un peu ce que je vois et j'étudie, c'est que, et je vois à travers des rituels aussi, c'est qu'il y a une sorte de réplication de village en village, de la même structure, à la fois de l'habitat, des systèmes de parenté, avec là aussi échange généralisé, très, très classique, et aussi un dispositif cosmologique circulaire, avec montagne, avec des rivières censées, une position des cimetières par rapport au village, etc. Toujours le même dispositif, et avec des correspondances où la montagne, l'esprit de la montagne est lié à la maison commune, au centre du village, qui est le lieu où on accueille justement tous les esprits territoriaux lors des rituels, etc. Enfin, donc, je vais étudier tous ces systèmes, je vais écrire dessus aussi. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en montrer ça, d'en parler avec Lévi-Strauss, alors, qui était assez amusé, parce qu'il m'a dit « Ah oui, bah, j'ai connu ça chez les Bororo, ça rappelle tout à fait ça. » Puis il m'a dit « Oui, effectivement, il y a... Bon, alors d'abord, le modèle circulaire, c'est quand même un universel, on retrouve ça dans pas mal d'endroits. Et puis, il me dit, ce qui est intéressant, c'est que là, voilà, vous avez vu ça dans toute cette région, et puis il y a une population qui a actualisé le modèle. Et il me dit, effectivement, on travaille sur des modèles, mais il y a certaines sociétés qui quasiment mettent en forme réellement le modèle, même si on sait que le modèle n'est jamais complètement suivi. Et d'ailleurs, j'avais écrit il y a eu un numéro du Nouvel Observateur qui était un hommage à Lévi-Strauss, où on m'a demandé de faire un papier.
Et j'avais fait un article que j'avais intitulé des bororos sur la piste Ho Chi Minh, ce qui avait fait rire. Et quand l'article a été publié, ça s'appelait Le cercle magique des Katous. On avait supprimé mon titre. Alors j'étais absolument indigné parce que j'avais tout relu avant. Et donc on a changé le titre sans me prévenir. C'était l'époque de Harry Potter, donc cercle magique. J'imagine qu'on se disait très bien. Alors j'ai protesté. Et voilà, on m'a dit non, mais c'était validé par la Lévi-Strauss. Bon, et j'étais en fait très vexé. Donc si je reviens sur le séjour le plus long que j'ai fait dans ce village, j'ai fait Aro, donc 8 mois. Donc j'ai dit village quand même très éloigné, 5 jours de marche. Donc du coup j'y suis resté durant 8 mois. Je ne suis pas retourné, ni à Sekong ni à Saravan. On m'a construit une maison dans le cercle villageois. On m'a intégré réellement comme villageois. Et donc on m'a demandé de quitter le village quand la maison était construite. Et je suis arrivé comme... voilà, il y a eu tout un rituel d'installation, sacrifice. On m'a installé dans ma maison. On m'a installé dans le cercle en rapport avec la maison, les 2 maisons les plus proches, celle en aval, celle en amont, qui chacune m'ont fourni une jeune fille, des jeunes filles devaient avoir 13-14 ans, et qui s'occupait du feu dans la maison, qui s'occupait aussi de la nourriture, et donc j'étais lié, d'une certaine façon, système de parenté, j'étais lié à 2 maisons. Ça m'a permis, alors, je dirais, de vraiment participer à la vie quotidienne de ce village. Et autant, je sais bien que les études de village, les village studies, etc., sont souvent de façon justifiée, critiquées. Enfin, des études trop centrées sur un village sans en connaître le contexte, où on ne veut pas en voir le contexte, on ne décrit pas le contexte. Là, pour moi, en fait, la chose était un peu différente parce que j'avais fait une enquête multisituée avant. Donc, je connaissais très bien tout le contexte régional. Et là, le fait de pouvoir rester dans ce village, c'était, je dirais, un autre point de vue, mais qui n'était pas contradictoire avec l'autre. Et ça a été extrêmement intéressant pour moi d'avoir un ancrage, finalement, dans un lieu. Donc j'ai suivi les familles, notamment mes 2 familles apparentées, auxquelles j'étais apparenté, dans leur champ sur brûlis, ce qu'on appelle des rails, avec, comme je l'ai dit, toujours des dangers de bombes non explosées. J'ai suivi à la chasse, à la pêche, posait beaucoup de pièges dans les rivières. Et puis, souvent, le matin, quand les hommes étaient partis au champ, les femmes, les enfants venaient dans ma maison. Et on partait un peu dans tous les sens, on discutait de tout, n'importe quoi. Et je faisais du vocabulaire. Donc les enfants me disaient ça se dit comme ça se dit comme ça. Et donc j'ai passé tous mes mois, quasiment tous les matins à faire du vocabulaire. Alors avant, j'avais noté aussi, j'avais fait des lexiques pour des amis linguistes qui m'avaient demandé, qui étaient intéressés par ces langues qui finalement ont été très, très peu étudiées. Donc j'avais fait plein de lexiques sur le Taoï, sur les villages à lac, etc. Mais là, vraiment, j'ai pu me concentrer sur la langue aussi dans ce village. Alors, ancrage dans un village, ça permet de comprendre mieux, évidemment, de comprendre mieux ce qui se passe au quotidien, les crises, les tensions. Par exemple, une nuit, une femme s'est mise à chanter en pleine nuit au milieu du village. Et en fait, elle chantait pour s'excuser parce que sa fille qu'elle avait mariée
qui est dans une autre maison, qui devait avoir 15-16 ans, était revenue chez elle. Alors qu'évidemment, elle avait reçu le prix de la fiancée, et donc elle chantait pour s'excuser. Alors c'était d'autant plus intéressant que tous les cadeaux m'ont toujours dit que nous, on ne sait pas chanter et tout. Et c'était, voilà, on a essayé d'enregistrer ça très vite et c'était absolument magnifique. Donc ce genre de choses, plus des rituels, des petits rites quotidiens, plus aussi la présence de médiums dans les villages, et médiums très, très souvent possédés en fait. Donc j'ai assisté à des crises de possession, des esprits mécontents qui s'exprimaient à travers eux. Donc vraiment toute une compréhension, je dirais, quand même de l'intérieur, quoi qu'on en dise, enfin, ethnographie classique, plus aussi des situations parfois cocasses ou difficiles. Au début de mon installation, il y a tout un tas de jeunes filles qui venaient dans ma maison avec leurs plus beaux habits et les mères derrière qui faisaient des propositions. Et voilà. Et puis, évidemment, je toujours décliné, ce qui fait que certaines étaient contentes, me disaient oui, il n'y a plus les catous, hein, tu préfères les là-haut. Je dis non, pas du tout. Voilà, donc des scènes comme ça, parfois aussi des tensions, des réactions hostiles où j'étais prise à partie. Mais voilà, puis surtout, j'ai pu assister dans ce village et dans les villages voisins à la reprise de très grands rituels sacrificiels de buffles. Et je vais peut-être revenir là-dessus.